Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est toujours l'incontournable. C'est toujours l'incontournable. Donc, mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on se laisse, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Abonnez-vous massivement sur ma page. Guégué complet. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Voilà. Invitez tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à s'abonner sur Guégué complet. C'est très important. Abonnez-vous. Taguez vos amis. Invitez-les à aimer cette page Guégué complet. Dites-leur que cette page est là pour certaines choses. Voilà, pour parler de la géopolitique, de la géostratégie. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas attendre des clashs, ceci, cela, c'est un bon endroit pour échanger des idées. Maintenant, pour ceux qui aiment les clashs, bon, Guégué n'est plus dans le domaine des clashs. Guégué n'est plus dans les vidéos où on insulte les gens. Voilà, donc je suis dans un autre domaine. Des gens s'étonnent, ils se demandent, mais pourquoi Guégué, pourquoi tu fais plus ces genres de vidéos? Mais écoutez, on change dans la vie, donc j'ai décidé de changer, à ne plus faire des vidéos où on manque de respect à certaines personnes. Il faut faire des vidéos intelligentes, des vidéos qui permettent aux gens, voilà, qui permettent aux gens de réfléchir, de prendre conscience. Voilà, donc là, c'est un enseignement. Là, avec cette page, normalement, je devrais louer des salles pour faire des conférences hein, de la géopolitique, de la géostratégie, pour enseigner des gens. C'est très important. Mais si je ne le fais pas, je ne le fais pas pour le moment, mais un jour viendra où je ferai des conférences pour parler de ces genres de choses. Il faudrait qu'on enseigne ça aux Noirs. Parce que cette culture de géopolitique, de géostratégique, de géoéconomique, ça manque les Africains. Voilà. C'est parce que c'est une science. Tout est une question de science, une question de philosophie, une question de vision. Si on n'a pas ça, on ne peut jamais évoluer, on ne peut jamais aller de l'avant. Il faudrait que ça soit clair. Alors, donc, abonnez-vous massivement sur ma page. Hein? Invitez vos amis à s'abonner. N'hésitez pas à me donner mes étoiles. Entraidons-nous vivons. Pendant qu'on est encore en vie, entraidons-nous. Ceux qui aimeraient bel et bien me donner des étoiles, faites vite. Donnez ces étoiles pour ne pas que demain vous regrettiez. Ah, si je savais, j'allais donner les étoiles à Guégué. Mais pendant que Guégué est encore en vie, il faut le faire. Dieu voit tes actes. C'est une manière de dire, ah, tu as aidé ton prochain. Donc, entraidons-nous. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu l'a dit. Donc, de la manière, tu es amoureux de toi-même là. Il faut aussi aimer Guégué comme ça. Tu lui donnes ses étoiles. C'est tout ce que tu peux faire. Et en retour, Guégué, ce qu'il peut faire, il le fera à son tour, en t'expliquant ce qui se passe à travers le monde. Donc, c'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino Camari des la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à 6 heures. Voilà. Il est quelle heure déjà? Faut pas, je vais me tromper. Oui, aujourd'hui à 6 heures du matin, il y a eu un événement grandiose qui s'est déroulé dans la région de Crimée. Donc on va en parler. Je remercie de passage, je remercie Madame, celle qui vient de me donner les étoiles. C'est une dame, j'ai vu son nom. Excusez-moi, je vais bien chercher. Je vais bien chercher Madame quoi? Je ne vois plus son nom. Laurence. Madame Laurence Kwasi. Big up à vous, Madame Laurence. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Toutoupo, Maître Thomas. Big up à toi, mon frère. J'espère que tu es là. Je t'ai vu comme ça. Voilà. Rodi Toutoupo. Ah, mon bon petit Thomas. Tu es mon petit, hein. Il faut le savoir. Je suis âgé que toi, donc c'est clair. Hein? Je suis âgé que toi, donc tu es mon bon petit. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Voilà. Alors, donc, écoutez, nous allons rentrer dans le but du sujet. Donc, prêtez les oreilles. Partagez déjà le direct. Partagez le direct. Il faudrait que les gens sachent ce qui se passe.
Il faudrait que les gens sachent ce qui se passe. Donc, partagez le direct. Abonnez-vous massivement sur ma page. Voilà. Les étoiles pleuvent. Donnez-moi 1000 étoiles aujourd'hui. Donnez-moi 1000 étoiles aujourd'hui. Rachel Ouagabou. Votre histoire de trucs au grand maître, écoutez, c'est pas ici que tu vas venir faire ta promotion de maraboutage. Ici, là. Hein? On parle de politique, ici, là. On parle de Dieu. Histoire de marabout, là, il faut aller très loin. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de marabout. Voilà, donc, s'il te plaît, va chercher tes clients ailleurs avec ton histoire de marabout. Hein? Si tu donnes l'argent aux gens, toi-même, il faut te donner l'argent, non? Ou bien tes génies, là, ne te donnent pas aussi l'argent. Arrêtez vos conneries, là. Histoire de marabout. Hein? Alors, donc, ce matin, il y a eu un événement. On dit qu'il y a eu un attentat à la voiture piégée. Donc, il s'agit d'un gros camion, une remorque qui serait bourrée de trucs, de bombes. Mais la vérité est tout autre, en fait. La vérité, là, c'est tout. C'est pas ce que les gens vous font comprendre dans les médias que non. Parce que cette remorque qui a traversé, parce qu'il y a un système de détection de bombes qui a été placé avant de rentrer sur le pont. Il y a un système de détection de tout ce qui est bombe. Là. Et donc, les véhicules qui passent, qui vont sur le pont, hein, sont scannés. Donc, il y a un grand scanner qui détecte les trucs des bombes. S'il y a eu une bombe dans un véhicule et tout, ça détecte. Et donc, avant même de passer dans ce système, les gardes, c'est-à-dire les douaniers qui étaient là, ils ont vérifié ce camion. Ils ont regardé dans le camion, ils n'ont rien suspecté. Ensuite, le camion a traversé le système de détection des trucs de bombes. Il n'y a rien eu. Et suite à ça, le camion s'est mis sur le pont. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ponts. Et chaque pont a 2 voies. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire 2 ponts séparés. Et donc, il y a une voie aller et une voie retour. Donc, c'est comme les 2 ponts. Chaque pont est une autoroute en réalité. Est-ce que vous comprenez? Chaque pont est une autoroute. Donc, chaque pont comporte deux voies routières et 2 voies ferrées. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je dis bien, chaque pont comporte 2 voies routières, 2 voies ferrées. Est-ce que vous comprenez? Donc, au total, si on veut bien associer ça, il y a 8 voies. Donc, des voies de train et des voies, des trucs, des véhicules. Et donc, ce camion s'est mis sur la voie. Et ce qui est suspecté, c'est qu'en dessous du pont, il y avait un drone un drone sous-marin. En dessous du pont, en fait. Parce que n'oublions pas, l'Angleterre avait fourni 4 drones à l'Ukraine, disant que non, c'était pour aider les Ukrainiens à déminer la mer Noire, puisqu'il y avait des mines dans cette mer, pour pouvoir transporter leurs céréales et aller donner ça aux pays africains. C'est ce qui était leur argument. Il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine de cela. Parce que je ne pense pas que ce soit les Ukrainiens en fait. Ils n'ont pas cette capacité. Il y a eu 2 drones kamikazes qui avaient tenté, je dis bien qui avaient tenté de frapper ce pont-là. Et ces 2 drones sous-marins kamikazes avaient été détectés à temps. Il y a un qui avait échoué sur les côtes de la mer Noire aux abords de la ville de Kherson, si je ne m'abuse pas. Et l'autre avait été détruit par la marine russe. Donc, les 4 drones que l'Angleterre avait fournis à l'Ukraine, ce n'était pas pour déminer en fait la mer Noire, mais c'était pour attaquer le pont. Et donc, ils avaient tenté un premier coup. Ces 2 drones, premièrement, avaient été détectés et neutralisés. Et donc, c'est le 2e coup ils ont tenté, et cette fois-ci, ça a marché, en fait. Et donc, sous le pont, il y avait un drone qui était là. Et le camion qui est passé, je pense que dans ce camion, il doit avoir des complices au niveau de l'appareil qui est programmé pour détecter les trucs. Donc, lui qui était là,
qui surveillait, qui était le surveillant, je pense qu'il doit être complice. Donc, soit il a vu la bombe qui était dans le camion, mais il n'a pas voulu parler parce qu'il est corrompu, ou soit il était dans le coup. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Crimée, il y a assez de trucs d'Ukrainiens. C'était les Ukrainiens qui étaient là, les Russes et tout. Donc, au sein de la Crimée, là, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Et au sein de l'armée russe, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui s'étaient ralliés, en fait. Au début de la prise de la Crimée, il y avait tous les militaires ukrainiens qui étaient là-bas. Ils se sont ralliés à l'armée russe. Et donc, au sein de l'armée russe, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui, eux, ils sont maintenant des taupes dans l'armée russe. C'est eux qui fournissent toutes sortes d'informations. D'autres sont corrompus, d'autres, voilà. Ils sont là-bas malgré eux, mais ils ont leur cœur du côté de l'Ukraine. Donc, c'est ceux-là qui font des sabotages au sein de l'armée russe. Et c'est pas facile. Ils sont tellement nombreux que si la Russie veut les trier, bon, ça va créer un vide aussi au sein de l'armée russe. Donc, ça aussi, c'est un problème particulier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait un drone kamikaze qui était sous le pont. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au sein du camion? Je pense qu'au niveau du chauffeur, il y avait des charges, hein, des bombes, une bombe bien chargée. Et cela a été téléguidé par le drone qui était sous le pont. Donc, arrivé au niveau du drone, le camion qui est arrivé au niveau du drone, ils ont déclenché l'explosif en distance depuis le drone. Et donc, ils ont télécommandé cela. Et ça, l'Ukraine n'a pas cette technologie. L'Ukraine n'a pas cette capacité. Donc, ceci a été mené par une autre puissance en dehors de l'Ukraine qui a fait cela. Mais ceux qui ont fourni les hommes, c'est l'Ukraine qui a fourni les hommes, puisque le chauffeur qui était dans le camion, il était au courant. Voilà, donc le camion est quitté dans la ville de Krasnodar. Donc ça a été le départ jusqu'à où s'est passé l'itinéraire du camion. Ils ont suivi ça et tout. Donc lui qui était dans le camion, il a été recruté par les Ukrainiens, les services de renseignement ukrainiens. Et avec eux, les Occidentaux ont coordonné les opérations. Et ça, je pense que c'est l'Angleterre qui est derrière. On peut accuser l'Amérique, mais cette fois-ci, ce sont les Anglais qui sont derrière parce que les Anglais ne cessaient de chanter pour dire il faut détruire le pont. C'est eux qui étaient agités au début en disant que non, il faut détruire le pont. Mais comment détruire le pont? Est-ce qu'avec des missiles? Donc avec des missiles, ça va être détecté parce que peut-être le système de défense, le pont était vraiment protégé parce que les Russes avaient mis le paquet, cette histoire de système de défense antiaérienne pour éviter que le pont ne soit frappé par une frappe de missiles lancés par avion ou bien sol et tout. Donc le pont était surveillé et d'où cette histoire de sabotage via le drone et un camion chargé, bourré de trucs d'explosifs en fait, pour aller bousiller le pont en question. Donc c'est une partie du pont qui a été touchée. Une partie du pont qui a été touchée et la ligne ferroviaire de cette partie du pont a été aussi touchée et il y avait un train qui avait des wagons citernes qui a pris feu. Donc il y avait du carburant et tout ça, ça avait pris feu et tout. Et ce carburant, c'était pour livrer ça aux forces armées qui sont sur le terrain et tout. Et donc ça a pris feu, ça a brûlé beaucoup de carburant. Heureusement que ce ne sont pas des armes et des munitions. Il s'agissait uniquement de trucs de carburant. Donc voici ce qui s'est passé. Et les membres du gouvernement ukrainien se sont félicités. Il y a d'autres qui ont félicité les forces spéciales ukrainiennes pour la réussite de ce sabotage au niveau du pont. Bon. Je pense que Poutine, ce n'est pas un vent en guerre. Poutine, quand je vois, il n'est pas un vent en guerre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met du temps à réagir. Il met du temps à réagir et c'est ça qui n'est pas bien chez lui. Même pour agir, pour mener cette opération spéciale en Ukraine, il lui a fallu au moins 8 ans. Ça a débuté en 2014.
Ils avaient brûlé des Russes vivants à Odessa. Quand il avait pris la Crimée, il n'a pas réagi pour dire bon, ceci, cela. Et depuis 2014, les Ukrainiens n'avaient pas cessé de bombarder les gens du Donbass. Poutine n'a pas réagi. Il a mis tout son temps jusqu'à ce que 2022 arrive. Il voyait les Ukrainiens qui s'armaient jusqu'aux dents, les Occidentaux qui envoyaient des armes. Il pouvait dès le début empêcher ces armes d'arriver en Ukraine. Avant de lancer les opérations spéciales, quand les Occidentaux envoyaient des missiles, trucs anti-chars, pas trucs avions, pas navires et tout, ils les voyaient. Ils pouvaient, dès le début, empêcher les Ukrainiens de recevoir de tels armements. Puisque si ils savaient qu'il allait mener une opération spéciale, les armes anti-chars que les Occidentaux envoyaient, les armes anti-aériennes qu'ils envoyaient, ils devraient empêcher ça depuis le début pour permettre à ces chars de mieux rentrer sur le territoire ukrainien et mener à bien ces opérations. Mais il ne l'a pas empêché. Il les a laissés. Il a laissé les Occidentaux remplis d'armes sur le territoire ukrainien. Et suite à ça, il dit, bon, il s'en fait opération spéciale. Ça a mis assez de temps. Ça a mis assez de temps et beaucoup de Russes sont morts dedans. Il y a eu 15 000 à 14 000 morts dans le Donbass. Et c'est jusqu'à la dernière minute qu'il a réagi. Maintenant, dans sa réaction, il n'est pas brutal. C'est-à-dire, il réagit avec réserve. Il réagit avec réserve. Depuis que tout ceci se passe, il y a des attentats. Il y a même des dépôts de trucs de munitions qui explosent. Des gens font des trucs, ils posent des actes antiterroristes. Des actes terroristes plutôt. Il y a des lieux culturels qui explosent. Ils mettent des bombes. Ils assassinent même, ils piègent des voitures pour assassiner les enfants des politiciens russes. Mais Poutine, il n'a pas encore réagi pour dire, bon, comme c'est comme ça, les hommes politiques de Kiev, ils sont à Kiev, ils savent où leurs maisons sont, ils savent où ils habitent. Je vais prendre la décision de donner, ou bien je vais donner l'ordre à l'armée pour balancer des missiles sur ces... Non, il ne fait pas. Il ne fait pas et je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Parce que les missiles qu'il lance sur l'Ukraine, qui frappent les dépôts de munitions, qui frappent des trucs, les bases militaires, ils pouvaient téléguider ces missiles pour dire non, frapper la résidence de soit Zelensky, ou bien son premier ministre, ou bien le ministre de la Défense, ceci, cela, terroriser-les, ou bien orienter plusieurs frappes sur la capitale, détruiser les bâtiments administratifs là où ils sont et puis ils travaillent, ils gueulent, bombardez-moi tout ça, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, il les regarde. Ils font des vidéos matin, midi, soir. Et même, ils appellent ouvertement à ce que les gens tuent les Russes un à un. C'est Zelensky qui dit ça. Que tant que Poutine est là, vous les Russes, on va vous tuer un à un. Et Poutine ne prend pas de décision pour dire, bon, trop c'est trop. Je donne l'ordre à l'armée de faire ce qu'il y a à faire. Non, il a toujours assez de patience. Zelensky même, il déclare pour dire non, il faut une frappe nucléaire préventive sur la Russie. Et Poutine ne réagit pas. Je n'arrive pas à comprendre l'idéologie de Poutine. Qu'est-ce qui le retient? Pourquoi il met assez de temps? Pourquoi il ne réagit pas avec violence? Ce n'est pas une armée qui manque à Poutine. Mais les militaires que Kadyrov a montré, aujourd'hui, il a montré une vidéo où il est avec... Mais il dit qu'il a 70 000 personnes avec lui en ce moment. Et que s'il ne sait ça, il peut amener les 70 000 militaires sur le champ de bataille. Pourquoi Poutine ne dit pas, bon, emmène-les? Puisqu'il dit qu'il attend toujours l'ordre de Poutine. Ce que Poutine lui demande de faire, c'est ce que lui fait. Et qu'il a à sa disposition 70 000 militaires qui sont prêts à aller sur le front. Mais il n'a pas encore reçu l'ordre de Poutine. Qu'est-ce que Poutine attend? Donc, ces gens-là, ils sont là. Il y avait des matériels de guerre et tout. Mais ils ne donnent pas l'ordre pour que ces gens-là aillent renforcer ceux qui sont sur le terrain.
Mais il sait bel et bien que ceux qui sont sur le terrain, ils ne sont pas nombreux. Et que les Ukrainiens sont nombreux. Hein? Ils sont supérieurs en nombre. En dehors de ça, il y a une coalition de plusieurs pays qui ont envoyé des mercenaires, des forces spéciales qui combattent, qui leur vendent des armes les plus redoutables. Et lui, au lieu de prendre des décisions draconiennes, pour dire, bon, les réservistes qui sont là se former, une fois formés, eux, ils vont remplacer les soldats légaux qui sont les soldats nationaux russes, et que les soldats nationaux russes, ils n'ont qu'à aller sur le front immédiatement pour lancer des offensives. Non, il ne le fait pas. Il attend, il patiente, et les Ukrainiens, ils prennent du terrain de jour en jour, et lui, il ne réagit pas. Poutine ne réagit pas. Il a des bombardiers à long rayon de trucs d'action. Il empêche son armée d'utiliser ces bombardiers, ces Tupolev, il ne les utilise pas. Il ne les utilise pas. Et les bombardiers sont là. Il a des sous-marins. Il y a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce que Poutine attend? Et les gens critiquent son armée. Oh, son armée... Quand c'est comme ça, il faut réagir fort. Parce que s'il dort, s'il ne réagit pas, ça va donner des ailes aux Occidentaux. Mais bien sûr, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça dans la vie. Tu es avec un adversaire, tu tentes, tu le testes. Tu vois qu'il ne réagit pas. Tu dis, bon, je peux encore aller, je peux encore faire encore d'autres. Tu fais, il ne réagit pas, mais ça te donne l'appétit. C'est-à-dire, on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Et donc, quand il te fait quelque chose, et que tu ne réagis pas, mais ça lui donne une certaine confiance, et il va encore plus loin. Si Poutine ne réagit pas, c'est au Kremlin même, ils vont faire attentat. Mais je le dis, s'il ne réagit pas là, c'est au Kremlin même, ils vont faire attentat. Et c'est là il va comprendre que, il fallait réagir. Parce que tout ce qui se passe là, ce ne sont pas les Ukrainiens qui sont derrière. Ils doivent comprendre que ce qui se passe, ce sont les Occidentaux. Parce que sans leur aval, l'Ukraine ne fait rien. Ce n'est pas l'Ukraine qui téléguide dans les choses. Parce que l'Ukraine est soutenue par des pays, une grande coalition globale. Donc, l'Ukraine, avant d'agir, consulte ces pays. Ce sont ces pays qui donnent des ordres, qui mentionnent les cibles à frapper. Parce que les Ukrainiens ne peuvent pas prendre sur eux pour mener de tels actes. Si ça dégénère, s'ils ne consultent pas les autres pays et que les autres pays ne donnent pas leur accord, les Ukrainiens ne peuvent pas d'eux-mêmes, leur propre gré, agir de la sorte. Parce que s'ils agissent et que ça dégénère, ils risquent de perdre le soutien de leurs amis, de leurs partenaires. Donc, ils ne sont pas bêtes pour agir de la sorte. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas une technologie ukrainienne, c'est une technologie d'un pays puissant. Puissant. Je sais que la circulation, ce n'est pas le côté qui a été touché, ce n'est pas là-bas ça circule. Voilà pourquoi au début, je dis il y a 2 ponts. Et chaque pont comporte au moins 2 voies routières et 2 voies ferrées. Donc voilà un peu. Donc c'est comme des ponts autoroutes. Voilà. Donc le pont qui a été touché là, c'est pas ça, hein? C'est pas ça qui fonctionne, c'est le deuxième pont là qui fonctionne. Donc les trains passent, les véhicules passent, ça circule. Donc voilà, sur ce pont là, ils peuvent encore alimenter les troupes qui sont dans la région de Kherson en armes via les trains et tout. Donc c'est pas ça, parce que l'objectif que les Ukrainiens et les Occidentaux recherchaient, c'est que le front sud, ça n'avance pas comme il le voulait en fait. Parce qu'au nord, dans la région de Kharkiv, ça avançait très vite. Ça avançait très vite parce que les troupes russes n'étaient pas assez là-bas. Ils n'étaient pas assez armés. Ceux qui étaient là-bas, ils étaient peu. Hein? Donc, ils ont renforcé le sud. Et depuis que l'Ukraine a lancé l'offensive sur le sud, ils ont perdu beaucoup de trucs de militaires. Ils ont perdu beaucoup de soldats, beaucoup de matériel de guerre. Et ils ont grignoté quelques villages. Ils n'ont même pas encore pris une ville. Dans la région de Kherson, ils n'ont pas encore pu prendre une ville. C'est quelques villages qu'ils ont pris. Et les hommes qu'ils ont perdus là-bas, ce n'est pas possible. Et donc, eux, ils se disent, c'est à cause du pont de la Crimée que la Russie réussit à alimenter ces forces qui sont vers Kherson. Et que c'est ce qui fait que les Kherson n'arrivent pas à tomber dans le giron de trucs de Kiev.
pourquoi vers Kharkiv c'est tombé vite et que Kherson résiste. Et que le temps qui passe, ce n'est pas en faveur de l'Ukraine. Parce qu'il y a 300 000 militaires qui se forment. Si l'Ukraine ne fait pas vite et que ceux-là finissent de se former, la Russie risque de lancer une très grande offensive sur certaines villes ukrainiennes. Et donc le temps presse. Il y a l'hiver qui arrive. Le temps presse. Et donc les Occidentaux, sachant bel et bien que leurs militaires, leurs mercenaires qui sont là-bas, ils ne sont pas habitués à certaines conditions météorologiques. Et donc, ils voient, ils se disent, ah, mais si on ne fait pas vite, si question ne tombe pas vite, et que l'hiver arrive, nos hommes qu'on a envoyés là-bas, ils ne pourront pas combattre. Parce que là-bas, il va faire les moins 20 degrés, les moins 30 degrés. Dans une telle condition, on risque d'abandonner les Ukrainiens. Ah oui, les mercenaires risquent d'abandonner les Ukrainiens pour dire, non, 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 nous, on ne peut pas combattre dans de telles conditions. On va revenir quand l'hiver va finir. Pourtant, les Russes, eux, dans leur programme, ils ne sont pas là pour dire, bon, on va attendre l'hiver fini. Peut-être même c'est en hiver, même ils vont lancer leur truc, leur offensive. Et donc, l'Ukraine sera en difficulté, ne pourra pas bien résister. Et les Russes risquent de prendre le contrôle de plusieurs villes. D'où cet acharnement pour que les Ukrainiens puissent être en bonne position. C'est-à-dire, si Kherson tombe, ils allaient être sur le côté de la Crimée. Et en frappant le pont, il n'allait plus avoir de renfort au niveau de la Russie via la Crimée. Et donc, si renfort devrait être là, mais ça allait être par navire. Et donc, les Occidentaux avaient déjà tout calculé, donné des missiles anti-navires aux Ukrainiens pour empêcher les navires russes de prendre des soldats ou bien de prendre des chars ou des armes pour venir alimenter les troupes qui sont en Crimée. Et donc, les gens qui sont en Crimée, ils allaient être en difficulté. Si question est prise, mais Mariupol, où l'aide militaire va passer dans le but de venir soutenir la Crimée, mais les Ukrainiens allaient être en bonne position pour frapper les convois militaires russes qui allaient quitter vers Mariupol pour aller vers la Crimée. Et donc, voilà pourquoi ils ont tenté de frapper ce pont-là et pour paralyser ce pont. Une fois ce pont est paralysé, dans leur tête, ils vont se dire, bon, la Russie n'allait pas avoir les moyens pour l'instant pour venir soutenir leurs troupes qui sont en Kherson. Et donc, ça allait pousser les Occidentaux à lancer encore une très grande offensive sur Kherson d'ici, avant que le pont ne soit rétabli, pour qu'ils puissent envahir la ville et la région de Kherson. Malheureusement pour eux, ils ont pu endommager le pont, mais tout n'a pas été détruit. Il y a eu une partie qui fonctionne. Je viens. Donc, il y a eu une partie qui fonctionne. Donc, l'armée russe peut encore alimenter ces forces qui sont de l'autre côté. Mais c'est un message qu'ils ont envoyé à Poutine. Poutine devrait répondre. Ce n'est pas à l'Ukraine qui doit répondre. Pour moi, ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas à l'Ukraine que la Russie devrait répondre. La Russie devrait répondre à ceux qui soutiennent l'Ukraine. C'est-à-dire frapper quelque chose qui est si précieuse aux yeux de ceux qui soutiennent l'Ukraine. Comme ça, ils vont faire comprendre au régime de Kiev pour dire, ah, c'est à cause de toi on perd ceci, cela. Donc, avant de faire tes bêtises-là, nous, on ne veut pas que tu fasses ça. Si tu fais, nous, on ne te soutient plus, on ne te donne plus les armes. On va rappeler nos militaires qui sont là-bas, qui t'aident. On va les rappeler, ils vont rentrer à la maison et puis on va te laisser seul avec les Russes. Et donc, c'est pas Zelensky qui devrait répondre. Non seulement il devrait répondre deux trucs, c'est-à-dire frapper dur Kiev, bombarder massivement. Il prend au moins 4 jours de campagne de bombardement sur la capitale. Il bombarde pendant 4 jours. Après avoir fini de bombarder pendant 4 jours la capitale, il s'apprend aussi à certaines infrastructures des pays membres de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine. Ils peuvent mener des opérations spéciales pour frapper certaines infrastructures, pour leur montrer que ce qui s'est passé sur le territoire russe, nous sommes au courant que c'est vous qui êtes à la base, c'est vous qui avez téléguidé
les opérations et donc en réponse, nous frappons telle chose, telle chose. Quand c'est comme ça, le message est clair, ils vont plus s'azader là-bas. Ils vont dire, ah, si on tape, les Russes vont riposter aussi. Donc, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à se poser des questions parce que si les Russes ne réagissent pas, ils frappent, les Russes ne réagissent pas. Mais ça va leur donner encore le courage d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin. Et ça peut déstabiliser la Russie. Ça peut déstabiliser la société russe. Et à un moment donné, les gens vont plus avoir confiance en Poutine. Parce que leur objectif, c'est le régime change en Russie. Donc, en s'apprenant aux infrastructures, ils vont dire, mais Poutine est incapable de nous protéger. Poutine ne répond pas aux pays membres de l'OTAN ou bien ceux qui soutiennent l'Ukraine. Ceux qui sont derrière ces opérations, Poutine ne répond pas. Et donc, non, on ne peut pas laisser un tel dirigeant nous diriger. On veut quelqu'un de dur, capable de répondre. Et c'est ce qu'eux, ils veulent, les Occidentaux. Ils pensent que si Poutine tombe, ils vont mettre un paillasson au sommet de l'État russe pour que la Russie puisse être un toutou des Occidentaux. Mais Poutine doit comprendre les enjeux. Ça, c'est-à-dire, c'est un affrontement de civilisation. Celui qui va gagner, je dis bien celui qui va gagner, cette guerre qui se passe sur le territoire ukrainien, c'est comme un jeu de dames. Et le plateau, c'est l'Ukraine qui est le plateau. Et ce jeu de dames, il y a deux camps. Le camp occidental et le camp russe, qui s'affrontent, chacun pousse ses pions. Lui qui va damer son ami, et que son ami ne pourra plus avoir les moyens de combattre, c'est celui-là qui aura la confiance du monde. Le monde de demain. Parce que si quelqu'un perd sur le plateau qui est l'Ukraine, ce dernier-là, beaucoup de personnes vont retirer leur confiance en ce dernier. Donc Poutine devrait comprendre les enjeux. S'il perd en Ukraine, c'est fini. Ses alliés même vont le fuir. Ses alliés seront même menacés de déstabilisation. Parce qu'ils vont dire, mais il n'a rien pu faire en Ukraine. Il a été là, on a mené des opérations sur le territoire russe. Frappé certaines de leurs infrastructures les plus critiques. La Russie n'a pas réagi. Si sur son propre territoire, s'il n'a pas réagi, ce n'est pas chez ses alliés où on va envoyer une guerre ou bien déclencher une guerre dans les pays qui se disent pays alliés. Ce n'est pas là-bas Poutine pourra réagir. Et donc, ils vont comprendre, ils vont dire non, c'est sa faiblesse. Parce que la Russie a été frappée à plusieurs reprises, il n'a pas pu réagir. Donc, si on frappe l'Iran, il ne pourra pas réagir. On frappe le Venezuela, il ne pourra pas réagir. On va frapper l'Algérie, il ne peut pas réagir. On frappe le Nicaragua, on va frapper Cuba. Et même ça va donner l'intention aux Américains d'envahir Cuba. Pour dire à Cuba, c'est un régime dictatorial, on va mettre la démocratie. Ils sont capables d'intervenir militairement avec les pays membres de l'OTAN. Puisque la Russie ne va plus leur faire peur. Ils vont dire non, on s'en fout. C'est la Russie qui est votre allié, nous on s'en fout, on va quand même aller vous déstabiliser. Parce qu'on a affronté la Russie en Ukraine, on les a gagnés. L'Ukraine qui est dans leur nez, ils n'ont pas pu défendre. Ils n'ont pas pu se défendre eux-mêmes. Ce n'est pas Cuba qui est à des milliers de kilomètres qui pourront défendre. Ce n'est pas le Venezuela qui est à des milliers de kilomètres qui pourront défendre. Donc si la Russie veut se faire respecter, doit envoyer une réponse ferme. Frapper dur et montrer que non, elle a des limites et qu'à un moment donné, ceux qui soutiennent l'Ukraine, ils doivent comprendre que s'ils vont trop loin, voici ce qui va leur arriver. Voilà ce qui se passe. Non, ce n'est pas une question de l'extrême. À un moment donné, il faut réagir. Parce que s'il ne réagit pas, ils vont le voir comme quelqu'un qui est faible. Et la prochaine étape, ça ne sera plus l'Ukraine. Non seulement ils peuvent aller faire les yeux doux à l'Azerbaïdjan pour dire à l'Azerbaïdjan de rentrer au sein de l'OTAN. Et ils vont dire Poutine ne pourra rien faire parce que la Russie a échoué en Ukraine. Donc nous, on se réserve le droit de faire entrer les pays qui sont aux alentours de la Russie au sein de l'OTAN. Et Poutine ne pourra rien faire. Il va beau crier, ils vont dire, oh, mais lui là, il gueule. C'est comme ça, il fait, il va rien faire. Nous là, on va. Et puis ils vont agir. Mais si Poutine frappe fort et qu'il donne un message clair à l'Ukraine, l'Azerbaïdjan ne pourra pas
Même si l'OTAN proposait quoi que ce soit, ils vont dire non, nous on ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Si Poutine frappe fort et qu'il dit bon, la plaisanterie est terminée, je vais agir avec rigueur, avec violence. Si l'OTAN veut s'apprendre à certains des alliés de la Russie, et que Poutine dit si vous apprenez à eux, alors la Russie sera dans l'obligation d'intervenir. C'est que c'est une déclaration de guerre. Ils vont comprendre la leçon. Ils vont dire, ah, ils ont assez de patience, mais quand ils se fâchent réellement, ils sont capables d'agir avec violence. Donc on va faire attention. Ils vont laisser les alliés de la Russie. Mais si Poutine se fait humilier, il frappe le pont de trucs de Kesh, c'est-à-dire de la Crimée. S'il ne réagit pas. La fois passée, c'était les gazoducs. Ils n'ont pas encore réagi. Et même pour les enquêtes, on leur dit non, ils n'ont pas le droit de participer aux enquêtes aussi. C'est-à-dire, on les écarte et puis ils disent, c'est eux, pays membres de l'OTAN, qui vont mener les enquêtes. Mais si eux, pays membres de l'OTAN, ils mènent les enquêtes, ils vont dire c'est la Russie qui est à la base du sabotage. Donc, les résultats sont déjà connus d'avance. Donc, voilà. Et ça ne fait même pas encore 2 semaines, voici le pont qui est attaqué. Et dans ça, Poutine va encore rester des trucs comme muet. Mais s'il continue sur cette voie, il se peut que même ses propres gardes de corps lui mettent une balle dans la tête. Hein. Ils vont l'éliminer là-bas au Kremlin pour dire non, trop c'est trop, tu es trop mou. Et donc il faut dégager, on veut des gens durs pour diriger le pays et affronter l'Occident. Ce n'est pas les moyens qui manquent à la Russie, c'est Poutine qui retarde les choses. C'est Poutine qui, je ne sais pas, mais il est trop patient, il est trop truc. C'est quelqu'un, il est froid. Il n'agit pas avec violence. Je vous le jure, si Poutine était un vent en guerre il y a longtemps, le monde en serait déjà en feu. Hein. Il y a longtemps, Zelensky n'allait plus jamais parler. Il y a longtemps, il aurait déjà fui truc en Ukraine. Il allait être dans un pays membre de l'OTAN, caché quelque part là-bas en train de faire des vidéos. Il n'allait plus rester sur le territoire ukrainien. Mais Poutine, on le regarde, il ne fait rien. Non, se bat contre 40 pays, je n'en disconviens pas, mais la Russie devrait encore être plus violente encore. Elle devrait montrer une autre violence. Elle devrait montrer une autre violence. Mais il y a plusieurs porte-avions américains. Ils peuvent faire une opération spéciale, lancer une utopie quelque part, couler un porte-avions américain quelque part là-bas, sans savoir que ce sont les Russes qui sont à la base. Ça va exploser douille. Et quand ils vont comprendre que c'est par rapport à leurs actions, leur porte-avions a pris feu, mais ils vont comprendre la leçon. Pour dire, si vous apprenez encore, il y a 2e porte-avions qui sera encore touché. Donc, si vous avez 11 porte-avions, à chaque fois que les infrastructures civiles seront attaquées, nous allons nous apprendre à vos porte-avions. Et c'est fini. Vous n'allez plus être la première puissance maritime sur les mers. Et quand c'est comme ça, les leçons sont comme ça, c'est clair. L'Angleterre, ils ont combien de porte-avions? Peut-être 2. S'ils font, mais ils s'apprennent à ces 2 porte-avions. Et puis, ils ne sont plus une puissance maritime, c'est fini. Ils vont couler leur truc marine, ils vont couler ça à terre. Et puis, c'est fini. Il faut leur donner ces genres de leçons. Ces genres de leçons. Pour leur faire comprendre que, ou bien, ils peuvent s'apprendre à beaucoup de choses. Mais Poutine, il est glacé. Ou bien, bon, je ne sais pas s'il a un plan. Hein. S'il prépare un plan et qu'il n'est pas pressé, que bon, le moment opportun, il doit agir. Mais s'il met assez de temps, le temps qu'il met, eux, ils sont là à agir. Hein. Ils sont là à agir parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière l'Ukraine. Et ils profitent de frapper des infrastructures russes. Et ils disent, ce sont les Ukrainiens. Et les Ukrainiens aussi, ils font des déclarations, oui, c'est nous. Pour cacher ceux qui sont réellement derrière ça. Et donc, les Occidentaux, c'est une manière de profiter pour déstabiliser la Russie, frapper les infrastructures civiles. Et tout ça, ce qui va coûter cher à la Russie. C'est pour une manière de pousser la Russie à dépenser. Parce que leur objectif, casser l'économie russe. Donc, en frappant ce genre de pont-là, non seulement ça va affaiblir l'économie russe, parce qu'il n'y aura plus d'échange entre la Crimée et les territoires envahis par la Russie et le reste de la Russie. Et donc, si la Russie veut rétablir cela, elle sera obligée de payer encore, dépenser de l'argent. En dehors de cet argent qu'elle dépense sur les opérations spéciales, elle doit encore dépenser de l'argent pour construire des infrastructures qui
qui ont été sabotés. Et donc, cet argent qu'elle allait prendre pour réparer ces infrastructures, elle pouvait prendre cet argent pour construire certaines choses, c'est-à-dire certaines usines ou sociétés. Mais non, elle va prendre cet argent pour l'orienter. Donc, c'est une manière de déstabiliser l'économie russe. Et donc, la Russie doit répondre. Elle doit répondre pour se faire respecter. Elle ne doit pas rester là, toujours pour se défendre. Non, elle doit être offensive aussi. Elle doit être offensive sur certaines choses. Elle doit être... C'est-à-dire, Daria Dugina, quand elle est morte, les Russes ont su. Ils ont su que ce sont les autorités ukrainiennes qui ont dirigé les opérations. Pourquoi ils n'ont pas réagi pour frapper une grande personnalité ukrainienne à Kiev là-bas? Ils devraient le faire. Frapper il y a une grosse tête pour dire c'est une réponse. À chaque fois que vous allez vous apprendre à quelqu'un, on va viser une grande personnalité au sein de l'Ukraine pour vous montrer une autre réponse. Ou bien une personnalité russe morte est égale à 4 personnalités ukrainiennes mis hors d'état de nuit. Quand c'est comme ça, le message est clair. Et c'est ce que Israël fait. Quand l'État israélien agit, c'est si tu touches à un cheveu d'un Israélien, Israël va tout de suite réagir. Et c'est comme ça, il faut être agressif à un moment donné. Il faut être très agressif. Même si un missile tombe sur le territoire israélien, si ça n'a même pas touché un juif, l'État israélien va sortir pour mener des frappes tout de suite. La Russie devrait agir comme ça. Et non, rester là pour dire on va mener des enquêtes, rester là. Non, 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 c'est pas comme ça. Si c'était Joseph Staline, mais Zelensky n'allait plus parler comme ça. Avec Staline, Joseph Staline, à son temps, est-ce que Zelensky va faire... Non, il y a longtemps, il a réglé son cas. Mais avec Poutine, il est trop truc. Même Brejnev, au temps de Brejnev, c'était pas comme ça. Brejnev a menacé la France. Il avait donné 48 heures à la France d'enlever leur base militaire en Égypte. Dans le cas contraire, si la France refuse dans les 48 heures, il aura des frappes nucléaires massives sur la France. Mais la France était dans l'alliance. La France était dans l'alliance de l'OTAN. Mais lui, il s'en foutait. Il dit autant ou pas autant. Si la France n'en a pas ses bases militaires, il va déclencher une guerre contre l'OTAN. Et il est prêt. Il était trop remonté. Les Français étaient obligés de négocier avec lui pour dire on va enlever les bases. Et c'est ce qui a poussé la France à enlever leurs bases militaires en Égypte. Et c'était comme ça. Il était prêt à en découdre l'OTAN. À un moment donné, il faut se montrer sérieux. Il faut être sérieux pour dire, si tu ne fais pas, je suis capable d'agir. Et tu mobilises les trucs. Eux-mêmes, ils voient. Et tu es prêt à agir. À un moment donné, ils vont tout de suite, on dit, ah, le monsieur là, il rigole pas. C'est pas à cause de trucs, on va vendre trucs. Le monde entier, c'est pas à cause de... Même s'ils sont des crânes brûlés, ils vont comprendre tout de suite. Parce que quand ils vont comprendre que tu ne rigoles pas, eux, dans leur cas là, d'autres vont commencer à réagir et à prendre conscience. Ah oui, rien n'est sûr qui peut réagir en hiver. Et donc, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est là, il dit non, le peuple ukrainien, c'est un peuple frère. Mais les Ukrainiens, ils n'ont pas cette mentalité. C'est lui-même qui dit qu'il y a des nazis en Ukraine. Il doit comprendre que ceux qui sont au pouvoir d'Ukraine, là, ce n'est pas des gens avec qui il faut négocier. Il devrait comprendre que depuis 2014, après ça, quand ils ont signé les accords de Minsk en 2015, les gens qui sont au pouvoir à Kiev, ils n'ont jamais rien respecté. Ils devraient comprendre que ce sont des roublards qui sont là-bas, des menteurs, des manipulateurs, qui signent des accords pour gagner du temps, s'armer jusqu'aux dents et déclencher une guerre. Et ils devraient les connaître. Donc, son premier objectif, c'est de tout faire pour faire tomber ceux qui sont à Kiev. Même s'ils sont soutenus par l'OTAN, ils doivent frapper dur. S'ils doivent gouverner l'Ukraine, ce n'est pas sur le territoire ukrainien, ils doivent être. Ils n'ont qu'à fuir pour aller chez les parrains qui les soutiennent. Ils n'ont qu'à aller habiter sur le territoire, mais ce n'est pas sur le territoire ukrainien. Ils doivent donner un message clair. Et suite à ça, quand ils vont fuir, là, ils vont maintenant tenir un discours pour demander aux Ukrainiens, parmi les militaires ukrainiens, qu'un n'a qu'à prendre le pouvoir pour négocier la Russie. Dans le cas contraire, la Russie sera dans l'obligation de prendre d'autres villes. Mais vous allez les voir, quand il va fuir, mais
Il ne peut pas rester en dehors de l'Ukraine et puis non. Quelqu'un va faire un coup d'État pour prendre le pouvoir là-bas et il va dire, bon, il veut engager un dialogue. Mais tant qu'ils ne feront pas ça, et qu'ils regarderont ce truc, hein, ce Zelensky rester en Ukraine, tenir des discours, et puis l'Occident le considère comme le nouveau Churchill, le considère comme l'homme le plus influent du monde, le combattant qui affronte la Russie, mais ils ne discuteront point de quoi que ce soit. Il n'aura pas la paix. Et ils vont toujours l'utiliser pour déstabiliser la Russie. Et Poutine doit comprendre cela. Les Russes devraient comprendre cela. S'ils ne comprennent pas, mais avec le temps, quand ça dure, ça va les affaiblir. Ils doivent frapper fort, une fois pour de bon. Parce que si ça dure, à un moment donné, les alliés russes vont dire, ben, la Russie déconne, il faut mettre fin à la guerre, on peut plus supporter ça, à un moment donné, il faut arrêter et tout. Ah oui, parce que tant que ça dure, les Occidentaux vont toujours faire pour convaincre certains pays à se rallier à eux et se tourner contre, combattre la Russie. Donc Poutine devrait comprendre ça. Il ne devrait pas faire, non, il doit agir vite. Parce que tant que ça dure, les Occidentaux vont essayer de convaincre des pays. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas déclencher des guerres en ce moment-là, dans cette période. Ils vont faire les yeux doux aux autres pays et faire croire que c'est la Russie qui est un pays qui est mauvais et tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir pousser un autre pays à rejoindre l'OTAN. Et pousser encore la Russie à rentrer en guerre. Ils vont dire, voilà, c'est un pays qui ne peut pas coopérer avec ses voisins. C'est un pays qui aime la guerre. Donc, condamnons la Russie, isolons la Russie. Et ils vont avoir raison sur la Russie. Mais si la Russie frappe dur, ça va envoyer un message aux autres pays. Si on leur dit même de rejoindre l'OTAN ou bien l'Union européenne, eux-mêmes, ils vont refuser. Ils vont dire, on ne veut pas subir le sort que l'Ukraine a subi. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, c'est à Poutine de voir, c'est aux Russes de voir. J'espère que d'ici, ils vont dire 72 heures, ils seront en mesure de réagir. S'ils ne réagissent pas, mais il y aura d'autres endroits critiques qui seront encore frappés et puis il n'y aura aucune réaction. Et ça, les Occidentaux vont prendre plaisir. Ils vont dire, mais on peut frapper n'importe où, les Russes ne vont pas réagir. Donc, ils vont même vouloir s'apprendre à Poutine lui-même. Pour dire, mais si on a tapé partout, ils font la grande gueule, oh, on va réagir, mais ils ne réagissent point. Si on tue même Poutine, ça n'ira nulle part. Et puis ça va leur donner une telle idée à vouloir faire un attentat sur Poutine. Et s'il l'élimine, ça ne va pas réagir. Et donc, c'est ça, c'est l'appétit. En mangeant petit à petit, l'appétit vient s'agrandir. Et donc, des petits objectifs, quand ils atteignent ça, il n'y a pas de réaction. Grand objectif, ils vont atteindre ça, il n'y a pas de réaction, mais ils vont s'apprendre au chef lui-même. Et donc, Poutine devrait réagir pour dire il y a des limites. Donc, si vous osez aller trop loin, mais nous allons frapper, on ne va plus frapper l'Ukraine, mais on va aller au-delà. Et s'il doit avoir une guerre totale, il aura cette guerre totale. Et même, il fait une déclaration ouverte. Quand c'est comme ça, ils vont prendre conscience. Ils vont dire, ah, on va trop loin. À un moment donné, ça va. Même leur propre population vont commencer à manifester pour dire non, 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 on ne va pas, on ne veut pas de guerre. Parce que là où ça va, ça risque. Mais si Poutine ne réagit pas, il frappe. Ils avaient frappé le navire. Le navire, là, ce n'était pas les Ukrainiens qui étaient derrière. C'était les Occidentaux. Ils ont coulé ce navire. Ils n'ont rien fait. Ils ont saboté les gazoducs. La Russie n'a rien fait. Ils frappent le pont. La Russie ne fait rien. Ils vont dire, bon, on peut même frapper à Moscou. La Russie ne va rien faire. Même au Kremlin, on va s'apprendre à Poutine. Et puis, si on le tue, la Russie ne fera rien. Et ça va leur donner le courage d'aller. C'est des gens, ils ont le crâne brûlé. Il faut les raser. Si leurs crânes sont brûlés, il faut les raser pour leur faire comprendre que si c'est brûlé, s'ils leur donnent cocotin, ça rentre bien. Et qu'ils vont sentir la douleur. S'il ne le fait pas, mais il risque lui-même, il risque sa vie. Sa vie serait en danger lui-même. C'est comme ça. Maintenant, j'ai des amis en France, ils disent que affaire de carburant en France, là, c'est devenu un problème. Il y a des stations-service qui ferment et qu'il n'y a plus de carburant là-bas. Et ceux à qui on donne le carburant, ce sont des véhicules comme des pompiers, les ambulanciers et comment on appelle aussi là,
les policiers et tout, c'est à ceux-là, leur véhicule-là, c'est à ceux on donne un truc du carburant. Maintenant, si tu es un particulier et que tu as ton véhicule, tu veux aller au travail avec ton véhicule, arriver là-bas, ils vont dire non, on ne veut pas. Donc, du coup, c'est chaud. C'est chaud en France là-bas. Il paraît que voilà, les stations en service on commence à fermer et que le carburant manque. Les Français ils avaient dit que non, on peut se passer du gaz russe, du pétrole russe, on n'en a rien à foutre. Mais en réalité, la réalité commence à les rattraper. Pourtant, on n'est pas encore en hiver. L'hiver n'a même pas encore sonné, ça crie déjà. Il n'y a pas de trucs de carburant. Donc, imaginons d'ici, ils vont dire hiver, ils vont dire trucs à l'économie française risque de trucs de sombrer. Et l'intelligence, si ils sont intelligents, c'est le moment de négocier pour dire, bon, on veut du pétrole, on arrête toute ingérence au sein de cette opération spéciale qui se passe en Ukraine et on fait du business avec les Russes. Dans le cas contraire, ils risquent de voir leurs différentes entreprises fermées. Parce que les gens qui vont aller travailler, leur lieu de travail se trouve très loin. Ils n'ont pas de trucs de carburant. Ils vont faire comment? Il y a dans certains endroits où il n'y a pas de train qui va là-bas. Il n'y a pas de bus qui va là-bas. Il faut voiture personnelle. Ils vont faire comment? Ils ne vont pas aller au travail. Et ça va pénaliser beaucoup de sociétés. Donc, on se laisse. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ah, Beke Tago, il dit toutes les stations-service sont fermées. Ah, voilà problème. Donc, demandez à Poutine, il va donner un peu de pétrole, ça va rouvrir. Ciao, on est ensemble, c'était les contours d'Ambiguë, il a compris.